plus attendre, on va pouvoir commencer avec la première partie sur la CV, l'affichage environnemental, et je vais laisser la main à Anthony. Merci Lucie. Toutes et tous. Pour l'affichage environnemental, je vais avoir une présentation en trois parties. D'une part, l'origine et les principes de calcul. Ensuite, on parlera de l'ACV et du score unique. Il y aura un petit point sur Agribalize ensuite. Et c'est en quatre parties finalement, puisqu'il y a aussi un point sur les liens entre les enjeux de biodiversité et comment la CV couvre ces enjeux. Je ferai un petit point là-dessus pour terminer. Donc sur les origines, pour revenir au contexte législatif actuel autour de l'affichage, donc ce qu'on connaît aujourd'hui est parti de la loi AGEC en février 2020 et de son article 15, qui a donné un coup d'envoi d'une expérimentation spécifique au secteur alimentaire, et à l'issue de laquelle, donc qui a duré 18 mois, et à l'issue de laquelle il y a eu deux rapports importants, le rapport du conseil scientifique de l'expérimentation au gouvernement et le rapport du gouvernement au Parlement. Dans cette période également, en août 2021, il y a eu la loi Climat et Résilience qui a confirmé cet affichage, la mise en place de cet affichage. Donc la loi Climat et Résilience, pour rappel, c'est issu des travaux de la Convention citoyenne pour Convention citoyenne pour le climat. Et c'était une des demandes, l'affichage environnemental, c'était une des demandes de la Convention. Et donc, ce qui figure dans cette loi climat et résilience, les points importants à retenir, c'est le fait que cette information environnementale elle soit basée sur l'ensemble du cycle de vie du produit ou de service, qu'elles doivent être multicritères et prendre en compte à minima les émissions de gaz à effet de serre, les atteintes à la biodiversité, les consommations d'eau et d'autres ressources naturelles. Et enfin, que cette information soit fiable et facilement compréhensible pour le consommateur et disponible au moment de l'acte d'achat. Suite à ce bilan de l'expérimentation, où du coup il y a eu 18 projets en fait entre 2020 et 2022 qui ont été présentés, donc 18 propositions on peut dire de méthodes de calcul. Et depuis 2022, du coup, l'ADEME et le Commissariat général au développement durable font un peu la synthèse de ça et donc il y a un développement de la méthode et des outils, notamment l'outil Ecovalis dont je reparlerai plus tard. Et donc, il y avait l'objectif d'un déploiement volontaire encadré début 2024 avant d'être rendu obligatoire prochainement. Donc, comme vous le savez sans doute, on n'y est pas encore au déploiement. Il y a eu du retard en raison de la crise agricole et de la crise politique en 2024. Aujourd'hui, en fait, depuis quelques semaines, là, a été réouverte une concertation. Voilà, concertation publique qui s'est réouverte sur la méthode de calcul, donc avec la possibilité de discuter tous les éléments du calcul que je vais détailler tout à l'heure. Oui, et dernier point, oui, c'est qu'en 2020, on avait eu la version 3.0 d'Agribalise, mais Lucie reviendra dessus. Pour expliquer un peu plus ce qui va être mis en place, donc le nom de cet affichage, ce sera le coût environnemental. Et l'idée du gouvernement, c'est de révéler le coût environnemental des produits et donc d'avoir cette même échelle en fait de coût environnemental pour tous les produits de consommation. Et on comparerait les produits sur la base du coût environnemental comme on compare aujourd'hui sur la base du coût économique. C'est l'idée derrière ce coût environnemental proposé par le gouvernement. Et donc, on aura la même échelle pour les produits textiles et pour les produits alimentaires dans un premier temps. Donc, on pourra comparer un t-shirt et une tomate. Trois niveaux de précision sont envisagés pour les données. Donc, on a un niveau 1 dit générique qui sera basé sur la base de données Agribalise en termes de données d'arrière-plan, et il y aura des paramètres qui sont déjà disponibles dans l'outil public Ecobalise, des paramètres tels que la recette, l'origine des ingrédients, l'emballage et les labels.
Donc, tout le paramétrage aujourd'hui est déjà disponible dans l'outil EcoBalise, qui est du coup l'outil de niveau 1, gratuit et public, et qui permet aujourd'hui de montrer la méthode de calcul et donc en allant sur EcoBalise, c'est à partir de là que vous pouvez réagir et participer à la concertation. Alors, en niveau 2, donc on a un niveau spécifique filière avec là des données semi-spécifiques qui seraient à définir par les filières et des paramètres spécifiques aussi aux filières à définir aussi. Et donc là, pour le coup, là-dessus, le gouvernement est en attente de propositions par catégorie de produits et en attente potentiellement d'outils filières. Et à date, donc, il y a deux filières qui sont engagées, le porc et le lait. Et en niveau 3, donc là, c'est spécifique en entreprise, donc c'est vraiment faire une ACV complète via des outils privés. Voilà. C'est un niveau encore plus précis. Un petit exemple de calcul de coût environnemental pour vous donner une idée de la méthode. Donc, on a une base, c'est basé sur l'ACV, donc avec les 16 indicateurs ACV, le score unique PEF que je vais expliquer ensuite. Et pour compléter la CV, 5 bonus ont été définis, que je vais détailler aussi ensuite, et dont en fait le score des bonus vient soustraire au score PEF ACV. Donc là, dans l'exemple, pour obtenir 199, vous avez 210 points ACV moins 11 points de bonus. Donc si on parle d'ACV et de scoring, pour parler de la première partie de la méthode de calcul, quelques rappels tout d'abord sur l'ACV assez rapidement. Donc l'ACV, c'est la méthode de référence pour l'évaluation environnementale quantitative des produits. On a deux cadres de référence à l'échelle internationale, les normes ISO 14040 et 14044, qui définissent les principes et les étapes de la méthode. Et à l'échelle européenne, on a un cadre ACV harmonisé qui vient préciser plusieurs aspects de la norme et qui définit notamment une liste de 16 indicateurs à calculer systématiquement, une méthode de calcul d'un score unique, donc le fameux score unique PEF, et des recommandations méthodologiques pour certaines catégories de produits qu'on appelle PEFCR. L'ACV, donc, il y a trois fondamentaux. Il y a tout d'abord une approche fonctionnelle. Donc, on définit la fonction du produit et service qu'on évalue afin de comparer ce qui est comparable. Par exemple, on peut dire qu'un repas convivial entre amis, c'est différent d'un repas au cercle le midi. Donc, on pourrait considérer qu'on ne peut pas comparer les deux sur la même base. Donc, une approche fonctionnelle, une approche cycle de vie, avec la prise en compte de toutes les étapes du cycle de vie et une recherche d'exhaustivité sur les étapes et sur les flux consommés et les flux émis à chaque étape. Et enfin, une approche multicritère, donc avec l'évaluation de plusieurs impacts environnementaux, des dommages environnementaux, dont le plus connu, le changement climatique, des dommages sur la santé humaine et aussi des aspects raréfaction des ressources. Il n'y a pas en ACV d'évaluation sociale ou économique. Pour donner un peu le parcours d'une donnée en ACV, concrètement, comment on triture la donnée. Donc là, un exemple avec l'électricité consommée sur une ferme pour produire 1 kg de lait. Donc tout d'abord, on a notre donnée brute, donc notre conso d'électricité à la ferme, donc 35 000 kWh par an dans l'exemple. Ce qu'on fait en ACV, c'est que d'abord, on alloue cette donnée à 1 kg de lait. Donc on a une consommation d'électricité par kilogramme de lait par an. Ensuite, on attribue ce chiffre à un jeu de données pour modéliser les impacts de la consommation électrique de la ferme. Donc, on ne va pas refaire la salle de l'électricité française. On a pour ça des bases de données dans un logiciel qui nous permettent de reprendre ces éléments. Et donc, en combinant les deux, on a les résultats pour un indicateur, là, dans le cas de mon exemple. Mais ce qu'on fait en fait en ACV, c'est qu'on fait on fait ce parcours de la donnée pour chaque flux consommé à chaque étape du cycle de vie. Et ensuite, on fait pour chaque indicateur la somme des résultats. Donc là, dans mon exemple, les émissions de CO2 équivalent de mon électricité consommée, c'est 0,02 kg CO2 équivalent par kilogramme de lait. Mais si on fait la somme de tous les flux, l'impact total d'un kilo de lait sur l'indicateur changement climatique, c'est 1,27 kg CO2 équivalent par kilogramme de lait par an. Et donc, voilà, là, c'est que pour le changement climatique, mais on a 16 indicateurs en ACV qui sont calculés.
Donc, une petite illustration de ce qu'on a en termes de résultats en ACV. Donc là, vous voyez un graphique où en ordonnée, vous avez le pourcentage, et en abscisse, vous avez la liste des 16 indicateurs. Donc là, ces graphiques permettent de comparer tous les indicateurs entre eux sur une base 100 et de voir qui est meilleur quel produit est meilleur que l'autre sur chaque indicateur. Et donc, ce que vous pouvez constater, c'est que là, le produit bleu est meilleur que le marron sur plusieurs indicateurs, mais à l'inverse, le marron est moins bon, donc a plus d'impact que le bleu sur d'autres. Et donc, voilà des résultats complexes à interpréter, et c'est pour ça que pour simplifier la lecture des résultats, la Commission européenne a proposé une méthode de calcul pour un score unique qui vient agréger en fait ces 16 indicateurs en un seul chiffre. Donc voilà, le score unique PEF, c'est une pondération des 16 catégories, d'impact, et ça prend en compte les pondérations de ces 16 catégories d'impact. Elles prennent en compte à la fois la robustesse scientifique et la construction sociopolitique de ce qui est grave. Donc, c'est pour cette raison que l'indicateur changement climatique, c'est celui qui a la pondération la plus forte, à 21%. Le deuxième, c'est la raréfaction de l'eau. Et le troisième, c'est la raréfaction des ressources fossiles. Voilà, c'est parce que, enfin, le changement climatique, du coup, c'est parce que c'est à la fois un indicateur très robuste au niveau scientifique et un indicateur qui a été considéré comme le plus important en termes d'urgence pour le score unique PEF. Et donc, pour résumer tout ça, la grande formule du score unique PEF, donc on a flux élémentaire fois facteur de caractérisation fois facteur de normalisation fois facteur de pondération. Donc la première partie de la formule, c'est la formule de l'ACV. Donc le flux élémentaire, c'est l'ensemble des prélèvements et émissions vers l'environnement. Donc c'est ce qu'on obtient après une modélisation ACV. En deux, on a les facteurs de caractérisation qui vont traduire ces flux en impact potentiel sur une catégorie d'impact. Donc, par exemple, 1 kg de méthane émis en flux élémentaire, ça va correspondre à 25 kg CO2 équivalent pour la catégorie impact changement climatique. Donc si on émet 1 kg de méthane en flux élémentaire, le facteur de caractérisation en face, c'est 25. Donc on fait 1 fois 25. Et on a notre résultat pour 1 kg de méthane. En 3, donc c'est à partir de là qu'on a la formule du score unique. Donc il y a les facteurs de normalisation qui sont appliqués, qui permettent d'avoir une unité commune pour les 16 catégories d'impact, ce qui permettra de les sommer ensuite. Et pour cela, la Commission européenne a choisi de diviser chacun des 16 des 16 corps de catégorie d'impact par l'empreinte environnementale annuelle d'un être humain sur la catégorie d'impact considérée. Donc en fait, cette étape, elle reflète en quelque sorte la contribution de l'ACV d'un produit à l'empreinte environnementale annuelle d'un être humain. Et enfin, on a les facteurs de pondération qui là vont venir donc pondérer chaque indicateur entre eux. Et donc, comme je disais juste avant, ils traduisent d'une part l'importance relative qu'un panel représentatif de citoyens et de scientifiques accorde à chaque catégorie d'impact, et d'autre part, c'est aussi une appréciation sur le niveau de robustesse scientifique de chaque catégorie d'impact. Voilà pour le score unique PEF. Pour résumer, donc le coût environnemental, c'est un score unique ACV plus les bonus. Petite précision, on pourra revenir dessus s'il y a des questions, mais dans le cadre de l'affichage environnemental, le gouvernement, enfin, le CGDD et l'ADEME ont fait le choix de modifier le score PEF que je vous ai présenté juste avant et d'en faire une version française pour l'affichage, notamment parce qu'ils ont considéré que certains enjeux de biodiversité étaient pas tout à fait bien pris en compte par le score PEF européen. Et c'est aussi en lien aussi avec des améliorations méthodologiques qui sont en cours en ACV. Et donc, ils ont choisi de pondérer l'indicateur écotoxicité à 21% au lieu de 1,9% dans le PF actuel, pour mieux prendre en compte les lacunes qui peuvent exister sur cet indicateur en termes d'impact potentiel sur la biodiversité. Voilà, les impacts sur les pesticides notamment.
Et il y a aussi une modification à l'intérieur de l'indicateur écotoxicité où le poids des molécules organiques, donc des pesticides de synthèse, est multiplié par 2 par rapport aux pesticides inorganiques, donc les pesticides type cuivre et soufre. Voilà pour la CV. Si on parle rapidement des bonus écosystémiques, euh, la deuxième partie du bout du calcul qui vient s'ajouter au score PEF. Donc on a 5. Je vais passer direct là. On a un indicateur sur les haies, où là, le principe de calcul, c'est plus il y a de haies, meilleur est le score. Avec une petite précision que je vais apporter juste après. Sur la taille des parcelles, c'est plus la taille moyenne par parcelle est faible, meilleur est le score. Sur la diversité agricole, c'est plus il y a de diversité culturelle, meilleur est le score. Sur les prairies permanentes, plus il y a de prairies, meilleur est le score. Et le dernier, chargement territorial, euh, lui, c'est plutôt l'idée que moins un type d'élevage est concentré sur un territoire, meilleur est le score. Donc si je prends en illustrer un, mais si vous avez des questions spécifiques sur un bonus, on pourra y revenir. Mais pour expliquer un peu le principe derrière, sur les haies, donc en fait, ce qu'ils ont fait en calcul de niveau 1, donc je reprends un peu les niveaux 1, 2, 3, donc pour l'instant, ils ont juste mis en place la méthodologie de calcul pour le niveau 1. Et donc sur les bonus, ils ont, à partir des statistiques nationales agricoles, ils ont défini en fait le mètre linéaire moyen de haies par hectare pour chaque groupe de cultures. Donc là, pour du blé tendre, ils ont défini que il y a, pour du blé tendre non bio, il y a 39 mètres linéaires de haies par hectare qui seront utilisés pour le calcul. Et derrière, en fait, il y a une échelle pour le bonus. Donc, si on a 0 mètre linéaire, on a 0 bonus. Mais si on a 14 et plus, 140, pardon, et plus de mètres linéaires par hectare, on a le maximum. Donc, typiquement, là, si on regarde sur le graphique, les prairies temporaires, elles ont 120, les prairies temporaires en bio, elles ont 120 mètres linéaires par hectare. Donc, elles seront très proches du maximum sur ce bonus. Euh, Voilà, sur cette partie-là. En remerciant, oui, donc, la région de Nouvelle-Aquitaine pour le soutien dans la réalisation de ce webinaire.